Merci. On entend bien, c'est bon. Alors, on ne va pas se limiter aux compétences linguistiques, hein. On va vraiment parler de l'évaluation de tout type de compétences. Et on va essayer d'organiser cette présentation autour de différentes questions auxquelles on va chercher à répondre. Donc, la première d'entre elles va être pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on évalue les gens? À quoi ça sert? Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on évalue, ou plutôt, qu'est-ce qu'on sait évaluer et qu'est-ce qu'aujourd'hui, on ne sait peut-être pas encore bien évaluer. On viendra ensuite sur le qui est-ce qu'on évalue, depuis l'étudiant à l'école jusqu'à quelqu'un en reconversion, peut-être plus tard dans sa carrière. Et puis, on finira avec deux questions. Comment évaluer? Quel type de questions? Quels algorithmes d'évaluation? Et quand? Là, je crois que c'est un débat assez vaste sur quand est-ce qu'il est pertinent d'évaluer ses collaborateurs ou ses étudiants. Donc, je vais laisser la parole à Anaïs qui va commencer avec le pourquoi. Oui, bonjour à tous. Et effectivement, il y a un certain nombre de questions à se poser. Quand on regarde aujourd'hui l'environnement dans lequel on évolue, finalement, c'est un environnement qui bouge beaucoup, avec beaucoup de transitions, des transitions écologiques, des transitions économiques, les transitions numériques, avec l'IA générative, mais aussi les transitions réglementaires, avec notamment la CSRD, mais pas que. Les entreprises sont obligées finalement de repenser leur modèle pour rester compétitives et faire face à cet environnement en constante évolution. Certains parlent de polycrise, voire de permacrise, même si c'est un côté assez anxiogène. Et repenser leur modèle implique forcément repenser les compétences dont ils auront besoin. Et c'est là qu'apparaît un concept depuis quelques années de skills-based ou skills-driven company. Les entreprises remettent au cœur de leur stratégie et de leur réflexion la compétence. Et d'ailleurs, pour donner un exemple, c'est ce qu'on fait chez nous, chez PwC. Amandine, notre DRH, avec son équipe, a repensé totalement notre façon de gérer et d'aborder la compétence. On fait finalement de la compétence un élément clé dans notre approche, en utilisant notamment de l'IA générative pour repenser les compétences dont on a besoin en termes de recrutement, en termes de développement des collaborateurs, mais également en termes de mobilité. Et l'IA générative, vous le savez tous, maintenant c'est plus nouveau, mais c'est une technologie qui évolue vite, très vite, tout simplement parce qu'elle n'est pas encore totalement mature aussi, et c'est pour ça qu'elle évolue beaucoup. Et cette évolution accélère encore plus la transformation des métiers et du coup des besoins en compétences associées. Ça devient véritablement un enjeu clé pour les entreprises d'identifier au plus vite les compétences dont elles auront besoin. Et l'idée, véritablement ici, c'est de se poser des questions sur l'IA générative vient transformer mes métiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les compétences dont j'ai besoin? On le voit bien, l'IA générative venant remplacer tout ou partie de certaines activités des métiers, on passe d'une posture à « je produis de la donnée, je produis de l'information » à une posture où je contrôle les données qui sont produites par l'IA générative. Ce qui nous fait apparaître finalement de nouvelles compétences comme l'esprit critique, la prise de recul pour pouvoir regarder ce qui est fait et produit par l'IA générative. Ce qui nous emmène finalement à la question suivante, c'est qu'évalue-t-on exactement? Et là, j'ai envie de vous dire finalement, c'est une grande question qu'il faut se poser. Pourquoi? Parce que, je le disais, l'IA générative fait évoluer les métiers. Elle fait évoluer les compétences. Et donc, dans ces cas-là, qu'évalue-t-on véritablement aujourd'hui? Est-on encore positionné sur des compétences techniques, les hard skills, qu'on continue d'évaluer? Ou faut-il laisser plus de place finalement à ces nouvelles compétences comportementales, qu'on appelle aussi soft skills, qu'il faut prendre en compte dans les processus d'évaluation? Et là, c'est le vrai sujet, j'ai envie de dire, qu'on a aujourd'hui avec bon nombre de nos clients, à se dire comment on peut donner une part plus importante des soft skills dans l'évaluation des compétences et comment finalement on est en capacité d'évaluer à la fois les collaborateurs sur leurs compétences techniques et sur leurs compétences dites soft, comportementales, communication et ce genre de compétences. Et là, pour le coup, c'est plus Marc, qui est un spécialiste du sujet, qui lui pourrait nous en dire plus sur comment mesurer finalement ces compétences.
Oui, l'idée dans ce type de recherche d'adéquation entre les compétences et le poste, qu'il soit un poste à pourvoir ou un poste dans lequel on est déjà, ce qu'on mesure finalement, c'est l'écart de compétences, c'est-à-dire une différence entre ce que le candidat a et ce que le candidat devrait avoir. Alors, ce qu'a apporté l'IA, c'est assez étonnant, c'est que sur des compétences techniques, finalement, à travers des QCM, à travers des exercices pratiques, ça fait longtemps qu'on sait évaluer les compétences de quelqu'un. L'IA offre la possibilité de mesurer de façon plus ludique et peut-être moins technique et moins coûteuse des compétences soft skills. Il existe depuis très longtemps et il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, des tests psychotechniques de profiling qui marchent à base de QCM, dans lequel il y a eu des centaines, voire des millions de dollars d'investis et qui fonctionnent parfaitement et qui vont vous donner un profil. Aujourd'hui, avec l'IA, on sait faire quelque chose qui ne va pas être basé sur du QCM, mais plutôt sur de la question ouverte, sur une forme d'entretien virtuel ou sur une analyse de réponse et avec peut-être un spectre plus fin, plus précis qu'un profil psychologique général qui était fourni par les grands tests MBTI ou d'autres que vous connaissez probablement. L'autre point, c'est que, comme le disait Anaïs, il y a un petit changement de paradigme. Avant, on mesurait la compétence soft comme un profil, c'est-à-dire ce collaborateur, il a telle ou telle compétence soft et ça va m'apprendre sur comment je dois le gérer. Aujourd'hui, ou comment lui peut travailler en équipe. Aujourd'hui, dans un monde où la compétence évolue beaucoup plus, où on est beaucoup plus sensible à la capacité à apprendre, à s'adapter, c'est plus une caractéristique, hein, c'est un savoir. Est-ce que la personne va savoir s'adapter ou pas? Et on voit donc que cette importance des soft skills pour mesurer le potentiel, c'est vraiment un des nouveaux enjeux de l'évaluation de compétences. Oui, et c'est un très bon point, hein, cette notion d'évaluation du potentiel de développement. Et la question sous-jacente derrière, en fait, c'est se développer pourquoi? Et c'est là où on en revient finalement aux grandes politiques RH. Et je vais utiliser des mots terribles pour certains d'entre vous, mais je vais parler d'anciennement GPEC, la GPEC. Maintenant, on parle de GEPP. Et il y a même certaines entreprises qui vont utiliser des termes anglo-saxons comme le Strategic Workforce Planning. L'enjeu, finalement, il est là, c'est d'aller comprendre quelles sont les compétences dont j'ai besoin, dont l'entreprise a besoin pour pouvoir soutenir sa stratégie, pour pouvoir aller par la suite évaluer ce potentiel finalement de développement qu'évoquait Marc. Et du coup, si on continue là-dessus, on a vu ensemble finalement pourquoi il était déjà nécessaire d'évaluer. On a vu ce que nous allions évaluer, mais la question qui se pose maintenant, c'est bien évidemment le qui. Qui évaluer et qui est évalué. Donc, qui évalue et qui est évalué, c'est mieux dans ce sens-là. Et la question, elle peut paraître simple, parce que vous allez me dire, c'est simple, en fait, c'est le collaborateur qui est évalué, et ce sont les RH qui évaluent. Et à partir du moment où je dis ce sont les RH qui évaluent, merci monsieur, vous avez réagi et j'apprécie, et pas forcément, non, parce que vous allez me dire, non, c'est le métier qui va évaluer. Et là, j'ai certains clients, côté relationnel, qui vont dire, non, c'est un travail conjoint. C'est un travail conjoint, ressources humaines et métiers. Les ressources humaines étant le business partner des métiers. Et donc, vous voyez, quand on commence à creuser, c'est plus si simple que ça. Et si je rajoute une couche qui est l'organisation en tant que telle de l'entreprise, je vous dis ça parce qu'en ce moment, on accompagne l'un de nos clients sur la mise en place d'un modèle matriciel, et là, on se retrouve avec un manager fonctionnel, un manager hiérarchique, et se pose la question de qui évalue et qui va pouvoir accompagner le collaborateur dans son développement. Donc voilà, c'est toutes les questions aujourd'hui finalement qu'on se pose et ce n'est pas une question si simple que ça à aborder. Si je fais un pas en arrière et que je reprends quelques éléments méthodologiques, certains d'entre vous, et même je pense que la majorité d'entre vous, connaissent la méthodologie 4B qui permet de définir une stratégie de gestion des compétences. Ça va nous permettre aussi de voir que, en fonction de notre approche, de notre stratégie et finalement de l'étape dans laquelle on est dans le cycle de vie du collaborateur, le qui évalue et qui est évalué bouge. Dans la méthode des 4B, il y a 2 B qui sont des leviers internes et 2 B qui sont des leviers externes. Si je commence par les leviers internes, le premier B, c'est le build, ce qu'on appelle le build en anglais. Donc, c'est toute la partie développement des compétences des collaborateurs.
C'est finalement la partie plus classique. Je mets en place des programmes de formation pour aider mon collaborateur à se développer et je vais mesurer l'écart entre la maîtrise actuelle de la compétence et la maîtrise attendue de cette compétence. Si je vais sur le deuxième B, qui est le levier interne, qui est plus le bridge, là, pour le coup, on est plus sur une approche horizontale. C'est tout ce qui est passerelle de mobilité, aire de mobilité. Et donc, contrairement au build où j'avais un développement vertical de mon collaborateur, là, je suis plus dans un développement horizontal. Donc, je ne vais pas évaluer exactement la même chose. Je vais évaluer l'adéquation d'un collaborateur à un poste donné sur des compétences qu'il est censé maîtriser. Si je me mets au niveau externe, cette fois-ci avec les deux autres B qui restent, il reste le plus connu, celui qui s'appelle le buy. Alors, je sais que le terme anglo-saxon n'est pas le plus joli, mais c'est toute la partie recrutement. Et là, pour le coup, je ne cherche pas à évaluer une compétence. Je cherche à aller chercher à l'externe une compétence qui me fait défaut en interne au sein de l'entreprise. Donc, je vais vraiment aller chercher dehors une compétence dont j'ai besoin pour ma stratégie. Et le quatrième B qui reste, c'est le borrow. C'est de manière temporaire, je vais chercher en dehors de mon organisation des compétences. Le premier exemple, c'est moi en tant que consultante. Par exemple, c'est ce qu'on fait nous au quotidien. Notre métier, c'est d'accompagner sur une période donnée nos clients et leur apporter notre savoir-faire et notre expertise, nos compétences, pour qu'ils puissent mener à bien leur projet et atteindre leur stratégie. Parce que le client n'a pas besoin d'avoir en interne la maîtrise complète de cette compétence ou n'en a pas besoin du tout. Un autre exemple, c'est tout le travail avec beaucoup de saisonnalité. Là, on fait appel à certaines périodes de l'année, lorsqu'on a des pics, à des compétences soit qu'on n'a pas en quantité suffisante pour venir faire un travail donné. Mais là, encore une fois, finalement, ce n'est pas la compétence en tant que telle que je vais évaluer, mais c'est plutôt le résultat. Parce que le fait d'apporter cette compétence au sein de mon entreprise va m'apporter en termes de résultats, parce que je cherche un rendement, je cherche à atteindre un objectif. Et puis, comme on parle de l'IA et de l'IA générative, il y a un cinquième B en fait qui s'est rajouté. C'est le fameux bot. Et sur ce fameux bot, là, pour le coup, j'évalue pas, je cherche pas à évaluer une compétence. C'est tout le contraire, en fait. Je cherche à identifier les compétences, finalement, qui sont obsolètes au sein de mon organisation, puisque je cherche à identifier des activités qui, aujourd'hui, peuvent être remplacées par de l'IA générative, parce que répétitive et ou administrative. Et donc, mon enjeu, là, c'est pas d'aller évaluer ces compétences-là, bien au contraire. C'est d'identifier celles qui ne serviront à rien dans mon processus d'évaluation des compétences. Alors, une fois qu'on a dit ça, il se pose une question de l'adaptation entre la façon dont on évalue et qui on évalue et qu'est-ce qu'on cherche à évaluer. Chez Isograd, c'est ce qu'on appelle la méthodologie. Parce que on est tous d'accord que pour mesurer une compétence, on va poser des questions, on va faire des exercices. Mais ça, c'est une petite partie de la construction d'un test ou d'une certification ou d'un examen. Finalement, dans un examen, il y a 3 composants. Il y a les questions, il y a l'algorithme qui est comment je choisis mes questions. Est-ce que je pose toujours les mêmes questions dans le même ordre? Est-ce que je tire des questions au hasard dans un ensemble de questions? Est-ce que je fais monter la difficulté en fonction des réponses du candidat? Je fais un test adaptatif. Est-ce que j'ai un ensemble de compétences et je veux tester le candidat sur chaque compétence? On voit que le choix des questions, c'est pas quelque chose d'évident. Ça dépend de ce qu'on cherche à mesurer. La 3e composante dans la création d'un test, c'est le résultat. Qu'est-ce que je veux dire à la fin? Si on prend l'exemple du permis de conduire. Le permis de conduire, le référentiel de compétences, c'est je sais conduire un véhicule sans être un danger pour moi-même et pour les autres. OK. On ne veut pas une note sur 20. On ne veut pas savoir si quelqu'un est à peu près pas un danger pour lui-même et pour les autres. On veut un niveau minimal, il n'est pas un danger, il a le droit de conduire. Si par contre je prends la certification ou une évaluation sur Excel, ça dépend quand même du métier. En fonction de ce qu'on fait dans la vie, on va avoir une utilisation plus ou moins intense d'Excel, ou voire pas du tout. Et donc le niveau attendu en fonction de mon métier va varier. Et donc un score sur 1000, un niveau sur une échelle de 1 à 5 va être beaucoup plus pertinent.
Donc, il faut vraiment se poser la question de quelle est la méthode de mon test? Comment je choisis les questions? Comment je fournis quelle est la nature du résultat? Et ça, vraiment, il n'y a pas de bonne réponse. Ils sont adaptés à ce qu'on cherche à mesurer. Ensuite, effectivement, on peut descendre sur quel type de questions on peut poser. Et c'est vrai que la technologie, les évolutions technologiques sur les 10 dernières années et sur les 3 dernières années avec l'IA a vraiment changé la nature des questions qu'on peut poser de façon automatisée, c'est-à-dire sans utiliser un humain. Donc, depuis quelque temps, dans le domaine spécifique des compétences digitales, on sait maintenant faire des exercices pratiques. C'est-à-dire que si je vous évalue sur vos capacités de programmeur, je vais vous demander de programmer et je vais évaluer de façon automatique si le code que vous avez écrit fonctionne ou pas. Si c'est sur Excel, je vais vous demander de faire des exercices sur Excel et de façon automatisée à grande échelle, on va être capable de dire celui-là, vous l'avez bien fait, celui-là, il faut modifier votre réponse, etc. Donc, on a cette capacité à faire des exercices pratiques qui est une nouveauté qui est apparue ces dernières années dans l'évaluation des compétences digitales en particulier. Et puis, il y a l'IA. L'IA, ça a permis d'apporter un début de réponse aux questions ouvertes dans l'évaluation. Avant, on faisait des évaluations avec des questions ouvertes, mais il y avait un humain qui regardait et qui jugeait de la réponse avec tous les biais que ça peut poser et tout le travail qu'il fallait faire, comme on a parlé ETS juste avant, pour débiaiser la notation par l'humain. Aujourd'hui, avec l'IA, d'abord, il faut quand même se replacer dans un contexte réglementaire. On ne peut pas tout faire. Il y a un IA Act qui est rentré, je crois, en exécution il y a quelques semaines et qui parle de l'évaluation. Donc, on ne peut pas laisser des IA décider toutes seules si vous allez avoir un métier ou pas. Mais cependant, elles permettent quand même de poser des questions ouvertes et d'en avoir une forme de préévaluation ou dans des examens qui ont moins d'enjeux, d'en avoir une forme de notation. Le petit warning dont je voudrais vous faire part, c'est que on a beaucoup parlé, notamment avec Google et d'autres, des biais que peut avoir une IA dans l'analyse des réponses. Et on se dit, si je pose une question ouverte, soit sur une compétence, soit pour des tests en langue, est-ce que mon IA, elle ne va pas être biaisée par des stéréotypes ou des choses comme ça? Une approche qu'on a chez Isograd dans nos questions ouvertes, c'est de dire, oh là là, on ne va surtout pas demander à l'IA de savoir si la réponse est bonne ou pas. Ce n'est pas la question. On va par exemple lui donner une dizaine de réponses à une question ouverte qu'on a trouvée pertinente et une dizaine de réponses à une question ouverte qu'on n'a pas trouvée pertinente. Et on va lui dire, voilà la réponse du candidat. Est-ce qu'elle se rapproche plus des réponses pertinentes ou des réponses pas pertinentes? Donc, on ne lui demande pas de juger de la qualité de la réponse, on lui dit juste une distance au sens didactique, pas didactique, le mot me reviendra, mais une distance de la signification de la réponse par rapport à la signification qu'il y avait des bonnes réponses et la signification qu'il y avait des mauvaises réponses. Donc là, on n'est pas dans un jugement, on est dans une mesure numérique. Voilà, donc tout ça pour dire que l'intégration de l'IA permet la réponse à des questions ouvertes ou l'analyse de questions ouvertes, mais que ça demande encore pas mal de travail pour ne pas jouer aux apprentis sorciers et surtout faire des tests qui fonctionnent. Il nous reste maintenant une dernière question, c'est la réponse du quand. Quand est-ce qu'on évalue? Oui, et comme le temps file, je vais essayer de la faire efficace. Et c'est une grande question. Parce qu'on a bien évidemment toutes les contraintes légales qui sont mises en place au sein des entreprises. Mais quand on regarde une entreprise qui se développe à l'international, et ben là, ça commence à devenir plus compliqué. Parce que chaque pays a sa propre législation et impose un certain nombre de revues, on va dire, des compétences ou évaluation des compétences. Et on le voit, on l'a dit tout à l'heure et je me répète, mais en même temps, c'est comme ça qu'on fait passer un certain nombre de messages. Le monde bouge très vite et les entreprises devant évoluer rapidement, eh ben, on voit émerger 2 concepts. Un premier concept, c'est celui de Fast Learning Company. Alors, il n'est pas nouveau, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, mais dans ce principe-là, finalement, eh bien, au-delà de l'évaluation dite réglementaire, ce que les entreprises mettent en place, c'est une évaluation continue. Une évaluation continue et une évaluation rapide. Et pour ça, il y a différents moyens de le faire. Et je vais vous donner une illustration, ce qu'on a fait nous chez PwC, mais au-delà du cycle classique avec une évaluation à mi-année et une évaluation à fin d'année, on a mis en place tout un programme Feedback is a Gift, où on donne finalement un retour comme ça sur le collaborateur en s'appuyant sur notre référentiel interne. Et le deuxième concept, finalement, qui lui n'est pas nouveau non plus, mais qui revient à la mode, si je puis dire, avec l'IA générative,
c'est le concept de growth mindset. Le concept de growth mindset qui a été développé au début des années 2000 par une psychologue. Alors, j'ai noté son nom parce que je ne suis pas douée pour la prononciation, mais si je dis bien, c'est Carol Dweck. Désolée si j'ai accroché son nom. Mais c'est elle, véritablement, qui a mis en avant ce concept-là et qui fait qu'en fait, on apprend au quotidien. On apprend des obstacles, des problématiques qu'on rencontre, des enjeux qu'on peut avoir et se servir de ça comme des leçons pour apprendre, avancer et progresser. Et donc, c'est pour ça que cette question du quand, finalement, reste une grande question ouverte et qui est propre aussi à chaque entreprise et à chaque entreprise de trouver l'équilibre entre j'ai ce qui m'est imposé et ce que j'ai envie de mettre en place pour pouvoir avancer et soutenir ma stratégie. Je crois qu'on est pas mal. Il nous reste 2 minutes 30 avant les questions. 2 minutes pour les questions. À 2 minutes pour les questions ou 2 minutes pour les questions? Juste aux questions. Alors moi, je voulais, juste pour conclure, il y avait un concept relativement important, c'est qu'en fonction de toutes ces questions, la nature de l'examen peut être différente. On va soit avoir des évaluations, soit avoir des certifications. La différence entre les deux, c'est souvent le protocole de passage. Dans une certification, qu'on va retrouver, je sais pas, dans la formation initiale, on va faire certifier les élèves sur certaines compétences. Il y a un protocole de passage qui s'assure que le candidat est bien celui qu'il prétend être et qu'il passe le test dans des conditions dans lesquelles il ne va pas tricher. Dans l'évaluation, par exemple sur des soft skills au sein d'une entreprise, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire et on va avoir un protocole de passage beaucoup plus léger. Donc en fonction des phases de la vie et de ce qu'on cherche à montrer, la nature de l'examen va plutôt être une évaluation sans une certification. Merci. Donc, nous avons le temps pour une question. Qui est-ce qui a une question qui les démange? Personne? Ici? Merci. Merci. Vous m'entendez? Oui. Oui. Bien, merci pour votre intervention. J'ai une question pour vous par rapport à ce que vous disiez sur l'évaluation continue que vous faites au sein de PwC. Comment vous gérez ensuite les résultats? C'est une formation, une évaluation continue. Comment après et gérer ce résultat? Le référentiel, j'imagine, est partagé à tout le monde, donc c'est transparent. Comment vous gérez Oui, en fait, décidément. Oui, ça, merci. En fait, on a, nous, un concept de team leader. Donc, c'est la personne qui est référente, on va dire, du développement du collaborateur. Et donc, elle reçoit tous les feedbacks que le collaborateur a reçus. Et donc, derrière, on a un travail de synthèse à faire qu'on vient en plus ajouter au principe d'évaluation classique qu'on a avec le manager de mission qui nous fait un retour sur le collaborateur et ce qu'il a pu réaliser. Donc, c'est un travail qui est propre au team leader, donc à celui qui accompagne le collaborateur, de faire ce travail de synthèse, regrouper tous les éléments et venir parler du collaborateur dans les comités.